Bonjour Faites Zaïd, bonjour Jean Messia. Bonjour. Jean Messia qui commence en faisant des blagues, voilà. Rien de mieux pour le matin que rire. Oui, vous avez parfaitement raison. Je sais pas si on va rire longtemps, Jean Messia. Je vous laisse, De la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, écoutez, ça serait drôle si ça n'était tragique. Emmanuel Macron qui part au Maroc avec une délégation de 130 personnes. Ouais. Vous vous rendez compte, 130 personnes, c'est presque un avion plein de personnalités au profil parfois surprenant, dont on se demande, pour parler brutalement, ce qu'elles foutent dans ce voyage présidentiel. Alors évidemment, ce voyage a été éclipsé par la présence de l'inénarrable et sulfureux Yassine Bellatar, qui est, comme vous le savez, un des conseillers d'Emmanuel Macron à la politique de la ville, qui ne l'est plus, mais qui l'a été, et qui surtout a été condamné pour des violences. Yassine Bellatar qui manifestait avec les gens du CCIF, Yassine Bellatar qui est proche de la mouvance des frères musulmans, Yassine Bellatar qui se moquait de Samuel Paty, Yassine Bellatar qui voulait faire un spectacle humoristique connaissant un peu son bagage idéologique au Bataclan. Oui. Yassine Bellatar qui dit « nous ne sommes pas », donc il parle au nom de je ne sais quelle communauté, ou en tout cas on le sait très bien, il dit « nous ne sommes pas dans un projet d'assimilation à la France », assimilation qu'il compare à une trahison. Oui. Je rappelle quand même que ce type porte la nationalité française. Et comme j'avais eu l'occasion de lui dire dans un débat homérique que j'avais eu avec lui sur le plateau de Cyril Hanouna, ce n'est pas ceux qui portent la nationalité française et qui se comportent conformément à l'identité française qui sont des traîtres. Ceux que je considère comme traîtres, ce sont ceux qui ont la nationalité française, mais qui ont une allégeance et un comportement qui ne sont pas français. Mais en fait, Yassine Bellatar, j'allais dire, il y est pour rien. C'est Emmanuel Macron qui a fait ce gars. C'est Emmanuel Macron qui l'emmène avec lui dans ses bagages. C'est Emmanuel Macron qui emmène avec lui des députés tout aussi sulfureux comme Majid El Gherab, qui, rappelons-le, a été condamné pour avoir tabassé un de ses collègues à coups de casque. Oui. Tout cela ne fait pas très sérieux. Je ne parle même pas de Bernard-Henri Lévy qui est juste invité parce qu'il a un riad au Maroc. Non mais dans ce cas-là, moi j'ai été au Maroc il y a 10 ans. Pourquoi je suis pas du vol non plus. Enfin, tout ça est grotesque. Tout ça est grotesque et c'est grotesque et ça coûte cher. Les Français doivent savoir que le voyage, la petite virée de Yassine Bellatar aux côtés d'Emmanuel Macron, ce Yassine Bellatar qui déteste la France et qui déteste les Français à tel point qu'il ne veut pas s'y assimiler, il voyage aux frais du contribuable français. Il voyage sur les deniers publics, de la même manière d'ailleurs que les 100 autres personnes. Donc moi je dirais, Emmanuel Macron a tout simplement oublié qu'il était président de la République française. Nous avions ce débat récemment avec Fed. Les valeurs de la République ne veulent rien dire. Si la République n'est pas française, elle n'est rien. Or, j'ai pas l'impression que dans cet avion, ça soit la République française qui se soit déplacée, puisque Emmanuel Macron considère la France comme une espèce de hall de gare où n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment, peut être français. C'est la République hors les murs, c'est la France hors les murs, ou plutôt la République hors les murs et hors de la France. Il est temps de remettre la France dans la République. Il est temps que le président de la République cesse d'être le président du monde entier et se consacre un peu plus à représenter la France française et pas la France de ses fantasmes. On peut quand même saluer le discours du président de la République, notamment s'agissant du Sahara, dont il a réaffirmé la souveraineté marocaine. Et ça, c'est une très bonne chose. Il n'est de politique que de géographie, comme disait le général de Gaulle. Le Sahara occidental, il est quand même géographiquement plus collé au Maroc qu'à l'Algérie. Et donc, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez, dans cet échange, et j'en terminerai là, le Maroc attendait beaucoup le président de la République sur la question du Sahara occidental. Et d'ailleurs, ses conseillers disaient que s'il ne faisait pas un discours très clair sur la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ça serait un voyage pour rien. Emmanuel Macron a encore une fois tout donné sans rien demander. On sait que, par exemple, en France, nous avons des OQTF d'origine marocaine. Qu'est-ce qu'il a mis dans la balance en face de cette reconnaissance unilatérale, tonitruante, officielle du Sahara occidental, par le Maroc? Qu'est-ce que le président de la République a donné en échange? Il aurait pu au moins
mettre le dossier de ces fameux laissez-passer consulaires que les pays du Maghreb, dont le Maroc, rechignent à nous donner, histoire qu'on ait quand même l'impression que la France pèse encore dans le jeu et que la France a encore son mot et sa voix spécifique pour défendre ses propres intérêts et pas seulement, encore une fois, les intérêts mondiaux. Merci Jean Messia. De Yassine Bellatar au Maroc dans la délégation présidentielle. Pour moi, c'est carrément une fausse polémique. J'ai entendu Jean Messia à l'instant. Il n'a pas parlé pas une seule fois, du contrat France-Maroc qui s'élève à 10 milliards d'euros. Qui comprend quoi ce contrat France-Maroc? C'est les infrastructures, c'est l'économie, l'écologie, l'éducation. Enfin, on vient de signer un contrat énorme, mais j'ai un Jean Messia qui nous parle d'un Yassine Bellatar, qui est pour moi un humoriste, qui nous parle d'OQTF, qui nous parle du voyage Sahara. à tes frais quand même. Hein. Alors, il faut savoir une chose, monsieur Jean Messia, c'est que il y a eu des invitations aux frais du Royaume du Maroc. Il y a eu des invitations. C'est encore plus humiliant. Il y a eu des invitations faites par le roi du Maroc. Non, mais c'est encore plus humiliant. C'est étonnant comment on arrive à débattre sans savoir ce qui s'est réellement passé. Mais il a invité qui, le roi du Maroc? Je vous en citer un seul que j'aime beaucoup, Bernard Montiel, par exemple. Oui. Non, mais oui, il était dans cet avion-là et il a été invité. Et les 129 autres. Mais il n'y a pas 129, monsieur Jean Messia. Il y a 130 en tout. 130. Et vous avez la confirmation que c'est les 130 invités par Emmanuel Macron aux frais de la croissance. Alors, je vais vous répondre à ça. Pour avoir exercé des fonctions diplomatiques et accompagné nombre de ministres dans ma carrière de haut fonctionnaire, je puis vous dire que normalement, quand un chef d'État se déplace, qui plus est dans une visite officielle, c'est évidemment l'État qui paye les frais des invités. Vous vous rendez compte de l'humiliation qui serait... Bon, alors évidemment, Emmanuel Macron n'est pas à une humiliation près de la France à l'étranger, mais vous vous rendez compte de l'humiliation que ça serait que dans le cadre d'une visite officielle d'un chef d'État, ça soit l'État d'accueil qui invite les gens de la délégation de notre président de la République. Mais alors là, ça serait le pompon. Bon, alors d'un côté, vous êtes en train de me dire qu'Emmanuel Macron serait humilié si le Royaume du Maroc invite, et d'un autre côté, oui, mais Emmanuel Macron ramène 130 personnes. Bon, parce que normalement, c'est pas 130 personnes qui se déplacent dans une délégation. On emmène avec un président de la République emmène dans ses bagages 20-30 personnes qui sont des gros capitaines d'industrie, des gros relais d'influence, et on n'emmène pas la terre entière dans un voyage pour 3 jours aux frais du contribuable quand on nous explique par ailleurs que la France est endettée jusqu'au cou. Encore une fois, c'est pas aux frais du contribuable. Moi, ce que je vois aujourd'hui, je regarde le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Aujourd'hui, on a signé 10 milliards d'euros. Voilà. Oui, avec le Maroc. D'accord. Voilà. Le truc, c'est que, vous savez, mon cher Fed, comme dit une très belle phrase de l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et que, bien sûr que les contrats, c'est important. Bien sûr que, surtout s'ils ont, et il faut le vérifier, des retombées pour l'emploi et l'industrialisation en France, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, mais il faut le vérifier. Je crois que ce n'est pas exclusif. On peut très bien être une grande puissance économique et industrielle capable de signer des contrats de coopération et des contrats industriels et commerciaux avec des grands pays et ne pas pour autant céder sur des intérêts qui sont fondamentaux. Vous savez qu'aujourd'hui, la question migratoire en France, c'est une question fondamentale, sinon prioritaire. Et on sait très bien, on ne peut pas nous expliquer tous les matins que les pays du Maghreb, on peut pas... Le tueur de Philippines, le tueur soupçonné de Philippines, M. Tao, il est marocain. On l'a pas expulsé. Pourquoi? Parce que le Maroc n'a pas délivré à temps le laissez-passer consulaire qui aurait permis de l'expulser. Donc moi, je vous parle de choses très concrètes qui parfois tuent des Français. Donc si la vie des Français ne compte pas pour vous, excusez-moi. Il doit rester à sa place. Quand François Mitterrand manifeste contre l'antisémitisme à Carpentras, François Mitterrand était en dehors du devoir de réserve. Vous ne croyez pas que l'antisémitisme... C'est un combat historique en France qui aujourd'hui justement est contesté et discuté en raison d'une forte immigration arabo-afro-musulmane qui considère que la lutte contre l'antisémitisme, c'est la lutte pour Israël. Et donc en fait un combat qui était un combat consensuel pendant des décennies en France, à savoir le combat contre l'antisémitisme, notamment depuis les horreurs de la Shoah qui ont été vécues sur le territoire national et sur le territoire européen, il y avait un consensus autour de cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce consensus vole en éclats jusqu'au sommet de notre pays? C'est parce que, je vous dis, il y a un second peuple en France, qui est le peuple
arabo-afro-musulman, qui a des collabos de gauche et d'extrême gauche, et qui, effectivement, prennent fait et cause pour l'antisémitisme qui est biberonné dans certaines populations dès le plus jeune âge, et c'est ça qui vient diviser, comme vous dites, et fracturer l'unité nationale sur un sujet qui, depuis 80 ans, fait consensus et que personne n'a jamais discuté. Comme d'habitude, chez moi, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Je suis effectivement, et je milite contre l'antisémitisme. On doit lutter contre l'antisémitisme. On doit lutter contre le racisme en règle générale. On a parlé d'Emmanuel Macron. Bon, on a bifurqué sur ça, il n'y a pas de souci. Je réitère, Emmanuel Macron doit rester à sa place. C'est un président de la République. Il n'a pas à manifester. Maintenant, nous, en tant que peuple français, oui, on doit combattre l'antisémitisme. Donc, au moment du Bataclan, il doit pas, après le Bataclan, il ne doit pas manifester. Après Charlie, Hollande n'a pas eu tort d'aller manifester. Je préfère qu'on se pose sur une table et qu'on essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Je vous l'ai dit, et moi. Lutter plutôt qu'aller manifester. Emmanuel Macron ne veut pas fâcher sa rue arabe. Voilà l'analyse. Non, monsieur Messia, Emmanuel Macron ne veut pas fâcher tout court. Non. Voilà. Il fâche qui en position. Attendez, il prend pas position. Il y a un droit de réserve et c'est mieux comme ça. S'il manifeste contre l'antisémitisme, il fâche qui en France? Non mais... Répondez à la question. Jean, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Il fâche qui en France? Vous êtes fâché, vous? Moi, je ne suis pas fâché du tout. Qui est fâché en France qu'Emmanuel Macron? Encore une fois, je vous explique. Qui est fâché en France quand Emmanuel Macron manifeste contre l'antisémitisme? Personne n'est fâché. Ben si, vous dites que participer à cette manif, ça divise. Non. Ça divise qui? Ça fâche qui? Non, il ne faut pas travestir mes mots. On n'aura pas la réponse. Non, je vais vous répondre pour le coup. Il ne faut pas travestir mes propos, monsieur Messia. Je vous explique que si Emmanuel Macron doit manifester contre l'antisémitisme, il va devoir manifester contre l'islamophobie. Mais ça n'existe pas, ça, l'islamophobie. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. Contre l'homophobie, contre... Contre l'homophobie, il a fait la fête de la musique à l'Élysée avec des trans, donc il a manifesté contre l'homophobie. Si vous voulez, c'est que, en fait, votre réaction, comment dirais-je, ouvre la porte sur un phénomène que moi, j'ai jamais compris. C'est pas parce que Yacine Bellatar est marocain, ce n'est pas parce qu'il est arabe, ce n'est pas parce qu'il est musulman, que vous, en tant que Français d'origine arabe, d'origine marocaine et musulman, vous devez le défendre. Je ne comprends pas cette solidarité aveugle qu'il peut y avoir, y compris avec des gens qui sont condamnés. Qu'est-ce que ça vous coûte de dire, effectivement, Yacine Bellatar, de par son parcours, ne serait-ce que judiciaire, sans même porter de jugement sur son idéologie, ne serait-ce que par son parcours judiciaire. Monsieur Bellatar ayant été condamné, il ne nous représente pas, il ne représente pas les Marocains, et je suis scandalisé qu'Emmanuel Macron prenne Yacine Bellatar comme étant, comme disait Maud à l'instant, le représentant de la communauté marocaine. Pourquoi à chaque fois... C'est ça le problème en France, en fait. La division, elle vient de là. C'est-à-dire que même quand vous avez une racaille dans une zone de non-France qui se fait arrêter par la police, les habitants dont on dit qu'ils veulent la police, au lieu d'aider la police à arrêter le délinquant ou le criminel, ils se mettent avec le délinquant et le criminel contre la police par solidarité communautaire et par solidarité religieuse. C'est ça qui divise le pays. Le jour où les immigrés, en tout cas certaines immigrations, seront capables de dénoncer, de pointer du doigt les brebis galeuses qu'il y a dans leur communauté, plutôt qu'un soutien communautaire et religieux aveugle, là, la France, la nation française commencera à avancer. Imaginez que Yacine Bellatar a des touches, a des contacts avec le Royaume du Maroc, afin de pouvoir renforcer ce partenariat-là. Mais qui sait? Mais Yacine Bellatar, des contacts, vous avez vu comment il est sapé? Rien que ça, il est dans un avion présidentiel. Allez, parce que l'habit fait le moine maintenant. Attendez, excusez-moi. Parce que l'habit fait le moine. Moi, je préfère Yacine Bellatar. Alors pourquoi vous n'êtes pas venu en short ce matin? Enfin, vous voyez. Mais j'aurais pu venir en short. Non, mais l'habit fait le moine. Non, quand vous représentez un pays, excusez-moi, vous devez vous vêtir conformément au pays que vous représentez. On ne va pas dans un voyage officiel avec le président de la République dans un espèce de survêt oversize comme s'il avait fait des féquets dedans. Excusez-moi. Parce qu'en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que Yacine Bellatar symbolise tout le malheur français. C'est un symbole de toutes les divisions et toutes les fractures françaises. En France, Yacine Bellatar représente des millions de personnes. Il y a des millions de personnes en France qui disent « nous ne voulons pas nous assimiler à la France ». Il y a des millions de personnes en France qui n'en ont rien à foutre de Samuel Paty, qui n'en ont rien à foutre des malheurs français, qui ne parviennent à pleurer que lorsque les malheurs ne sont pas français, qui pleurent des malheurs de leur pays d'origine et qui sont incapables de parler des malheurs de chez nous. Qui les millions? D'où ça? Des millions de Français. Oui, une portion non négligeable de Français. Une portion, des millions. Oui. C'est comme pour les discriminations. Ça vous en savez rien non plus. On va devoir mettre un terme.